Maintenant qu'on a vu ce que sont les OGM, comment ils fonctionnent, comment on en fabrique, où est-ce qu'on en retrouve et par quoi ils sont réglementés, il est temps, enfin, de se plonger dans le vaste débat qui les entoure. Bon, le truc, c'est que ce débat, il est assez compliqué. Et si je voulais vous parler de toutes les dimensions du débat en une seule vidéo, vous n'y comprendriez pas grand-chose et en fin de compte, on serait pas beaucoup plus avancé. Non, si on veut comprendre tous les enjeux du débat, si on veut pouvoir se faire une opinion éclairée sur la question, ça prendra nécessairement un peu de temps. Et oui, parce que mine de rien, on a beaucoup de points à aborder. En fait, j'ai identifié 3 lignes directrices qui orientent le débat sur les OGM. Une première qui s'attarde sur les aspects éthiques, philosophiques et moraux du débat. Une seconde qui est essentiellement scientifique et qui repose sur les risques environnementaux et sanitaires. Et une troisième qui s'attarde sur les effets sociaux et économiques des OGM. Voici donc les 3 champs du débat sur les OGM qui vont nous servir à structurer la suite des épisodes. On attaque aujourd'hui avec la dimension éthique du débat sur les OGM. Alors, quels sont les points dans ce débat qui relèvent d'un positionnement éthique, philosophique ou moral? Bon, on va attaquer un peu plus doucement. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éthique? Pour en avoir une définition plutôt globale, jetons un œil sur Wikipédia. L'éthique, du grec science morale, elle se donne pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, comment ils doivent agir, comment ils doivent être entre eux et envers ceux qui les entourent. En ce qui concerne notre sujet, on peut établir plusieurs positionnements éthiques vis-à-vis des OGM. Enfin, plutôt 2. C'est pas compliqué. Éthiquement parlant, on peut considérer que les OGM c'est bien, et donc les accepter, et on peut considérer aussi que c'est mal, et donc les refuser. On a donc la problématique de la vidéo d'aujourd'hui, les OGM, c'est bien ou c'est mal? Bon, c'est assez difficile de développer à partir de la question telle qu'elle est posée là. Donc précisons un peu. En fait, quand on y réfléchit 2 secondes, se demander les OGM c'est bien ou c'est pas bien, ça n'a pas beaucoup de sens et ça veut pas dire grand chose. Pour clarifier tout ça, derrière le mot OGM, il faut entendre un peu plus que organisme génétiquement modifié. Parce qu'en effet, l'aspect éthique du débat sur les OGM repose au-delà de ce qu'ils sont, sur ce qu'ils impliquent directement. C'est-à-dire, qui dit OGM dit modification du vivant par l'homme et marchandisation du vivant. Autrement dit, les OGM impliquent le fait que la main de l'homme modifie les caractéristiques génétiques d'autres organismes vivants, et impliquent aussi le fait de tirer avantage de cette modification, et notamment d'en tirer des profits financiers. Reformulons donc notre problématique, la modification du vivant et la marchandisation du vivant sont-ils éthiques? Ou plus simplement, la modification du vivant et sa marchandisation, c'est bien ou c'est mal? Je pense que vous le savez déjà, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse à apporter à cette question. Commençons avec ceux qui voient cette modification et cette marchandisation d'un mauvais œil. Tout d'abord, on peut mobiliser l'argument religieux, et on comprend rapidement et aisément en quoi les OGM sont incompatibles avec une religion théiste dans laquelle le Dieu est le créateur tout-puissant de l'univers. C'est Dieu qui a le pouvoir de modifier la nature, c'est Dieu qui est omnipotent, pas l'homme. C'est lui qui dirige et influence le fonctionnement de la nature, et l'homme ne doit pas s'autoriser à la manipuler. Si la nature est telle qu'elle, c'est parce que c'est Dieu qui l'a créée ainsi. Et si il doit y avoir une modification, une amélioration quelconque de la nature, c'est à Dieu de s'en charger et pas à l'homme. Bref, ce que Dieu a réalisé doit rester tel qu'il l'a réalisé. Et modifier le vivant et aller jusqu'à le marchander, c'est une transgression de la création divine. Et on pourrait même considérer ça comme une provocation envers lui. On peut donc justifier une opposition aux OGM en mobilisant l'argument religieux. Mais on remarque que le mécanisme de cet argument n'a pas besoin de Dieu pour prendre son sens. Il peut aussi fonctionner sans l'appui religieux, sans l'idée qu'une entité supérieure existe. Et oui, pas besoin d'un Dieu pour considérer qu'il faut avoir un certain respect pour la nature, pas besoin d'un Dieu pour penser que l'homme ne devrait pas s'autoriser à la modifier jusque dans ses gènes. La transgénèse, c'est ce qui permet de franchir la barrière des espèces, et c'est justement en cela qu'elle peut être considérée comme immorale. C'est donc une question d'éthique que l'homme se doit de respecter la nature et le vivant, et ne doit pas se permettre de la modifier à son bon vouloir. Ici donc, l'homme se place en dessous de la nature. Il doit la respecter et ne pas jouer avec ses mécanismes fondamentaux. De fait, les OGM sont totalement condamnés. Et si on en revient à notre définition de l'éthique, soit comment se comporter et agir avec ceux qui nous entourent, modifier génétiquement des organismes n'est clairement pas vu comme une bonne réponse. Mais, et c'est le cas de le dire, tout le monde n'a pas le même rapport à la nature. Jusque maintenant, on a vu des hommes qui se situaient en dessous de la nature, qui avaient une certaine humilité vis-à-vis d'elle.
Mais il y a une autre façon tout à fait différente de voir les choses. On peut en effet, à l'inverse, considérer la nature comme placée en dessous de l'homme. Pour ceux qui défendent la modification et la marchandisation du vivant par l'homme, tous ces arguments les font bien marrer et ne tiennent pas la route. Pour commencer, ils dénoncent l'argument moral qui estime que la modification du vivant par transgénèse est mal en soi. Pour eux, c'est tout simplement absurde de penser comme ça, et c'est juste une conception des choses qui est basée sur une construction idéologique qui nous force à associer le naturel au bien et l'artificiel au mal. Non, pour eux, les OGM ne sont pas mal en soi. Pourquoi considérer nécessairement que l'artificiel c'est mal ? C'est un lien qui est tout à fait arbitraire et qui ne repose sur rien, si ce n'est sur une vieille construction morale, probablement religieuse, qui pendant des siècles a attaché l'artificiel au mal et le naturel au bien. Est-ce qu'il faut considérer que tout ce qui n'est pas naturel est forcément mal en soi ? Bien sûr que non. Et se restreindre à ce schéma de pensée, c'est tout simplement se fermer l'esprit. Et c'est ce que font, selon eux, ceux qui attaquent les OGM sur leur aspect éthique et moral. Bref, pour les défenseurs de la transgénèse, il est temps de se sortir de cette prison idéologique qui nous oblige à penser que le naturel c'est bien et l'artificiel c'est mal. Alors, en plus de ça, ceux qui défendent les OGM ne se contentent pas de critiquer l'argument moral. Ils disent aussi en quoi, justement, il est immoral de refuser les OGM. Quand pour les opposants, refuser les OGM est une question d'éthique, pour eux, c'est la nécessité de développer les OGM qui est une question d'éthique. Bon, bien sûr, les arguments mobilisés ne sont pas les mêmes. La puissance du discours éthique en faveur des OGM tient en une idée simple. Il est du devoir de l'homme, de sa responsabilité, de ne pas se priver d'une technologie qui est en sa possession. Et ce, aussi bien au nom de la population présente qu'au nom de la population future. Aujourd'hui, on est 7 milliards. En 2050, selon les estimations, on sera quasiment 10 milliards. Du coup, la question qui se pose, c'est comment va-t-on pouvoir nourrir les quasi 3 milliards supplémentaires alors que le nombre d'hectares cultivables reste le même, voire diminue ? Et si, après 2050, la population continuait encore et encore d'augmenter ? Comment nourrir tout le monde ? Comme on le voit ici, en 1950, on était 2,5 milliards d'individus sur la planète. Aujourd'hui, on est 7,3 milliards. Beaucoup s'accordent pour dire que ce qui a permis de répondre aux besoins alimentaires de ces nouveaux milliards d'individus additionnels, c'est ce qu'on appelle la révolution verte, qui désigne le bond technologique réalisé dans différents domaines de l'agriculture à partir des années 60. Avec le développement des engrais, la mécanisation, une meilleure gestion de l'irrigation et une intensification de la sélection variétale, les rendements à l'hectare ont grosso modo été triplés. Bref, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment répondre à la situation malthusienne qui s'annonce pour l'horizon 2050 ? Comment nourrir 10 milliards d'individus avec la même surface de terre cultivable ? Une fois que la population mondiale aura atteint un certain stade, si on ne trouve pas de nouvelles technologies qui permettent d'améliorer la production, une politique de restriction démographique sera forcément nécessaire. La population ne peut pas croître infiniment alors que le garde-manger est limité. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une seconde révolution verte. Et oui, pourquoi les OGM ne seraient pas l'avancée technologique qui permettrait cette seconde révolution verte ? Ses potentiels et ses promesses sont énormes. À partir du moment où on peut donner la caractéristique d'un organisme à un autre par simple transfert de gènes, on peut imaginer pas mal de combinaisons avantageuses permettant par exemple une résilience au climat. Si on arrivait à développer des plantes transgéniques pouvant résister au froid, à la sécheresse ou aux inondations, ça élargirait considérablement l'espace cultivable terrestre. Une amélioration de la qualité nutritive des plantes, en augmentant les nutriments bons pour la santé et en réduisant les mauvais nutriments, les OGM peuvent aussi nous laisser envisager une meilleure qualité alimentaire de notre nourriture. Et bien sûr, une amélioration des rendements à l'hectare. On peut potentiellement modifier génétiquement les plantes afin que l'on puisse récolter davantage sur une même surface. Voilà tout ce que pourraient éventuellement nous apporter les OGM et notamment ceux de seconde génération. Pour les défenseurs des OGM, il y a donc un devoir éthique envers l'humanité d'aujourd'hui et de demain d'approfondir nos connaissances technologiques sur les OGM et de les appliquer si elles sont sans danger. Il serait immoral de laisser de telles potentialités inexploitées et ça serait criminel de laisser tomber cette technologie parce que les OGM sont potentiellement une solution aux défis alimentaires des années qui suivent. Avec cette vision des choses, pour les pro-OGM, les actions des faucheurs volontaires, ceux qui détruisent les parcelles d'essais transgéniques, n'apparaissent pas comme de la désobéissance civique, mais comme un crime envers la population future qui devra faire face à un défi alimentaire d'envergure, mais aussi envers la population présente qui pour une partie encore reste dans une situation de sous-nutrition ou de malnutrition.
Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc j'espère que j'ai pu vous faire comprendre à travers cet épisode qu'il y a des raisons éthiques et morales d'être contre les OGM, mais qu'il y a aussi des raisons éthiques et morales d'être pour les OGM. Alors, quelques précisions tout de même avant de conclure. Premièrement, et il faut faire attention à ça, c'est que défendre la modification et la marchandisation du vivant, ça ne signifie pas défendre les OGM dans tous les cas de figure. Ces arguments ne soutiennent que l'idée des OGM. Ils soutiennent seulement l'idée que les OGM ne sont pas mal en soi, qu'ils ne sont pas moralement condamnables juste pour ce qu'ils sont. Et ça n'empêche pas par ailleurs de pouvoir rester critique vis-à-vis des OGM quant à ce qu'ils impliquent, et notamment au niveau des risques qu'ils font courir à l'environnement ou à la santé, au niveau de leur réelle efficacité, ou encore à propos des effets sociaux et économiques qu'ils peuvent avoir. On peut donc tout à fait défendre les OGM sur leur base éthique, mais en même temps les rejeter pour un tas de raisons tout à fait pragmatiques. Autre précision, c'est pas parce qu'on est contre les OGM d'un point de vue éthique qu'on envoie balader les populations futures et présentes. On considère juste que les OGM ne sont pas la bonne réponse aux défis alimentaires et que ça devrait plutôt passer par des solutions davantage respectueuses de la nature. Conclusion. On vient donc de voir que le débat sur les OGM n'est pas uniquement basé sur le domaine de l'argumentation scientifique. Des arguments philosophiques, éthiques ou moraux sont aussi mobilisés et ils produisent au moins autant d'effets. Pour certains, la nature est sacrée et on ne doit pas s'autoriser à la modifier. C'est une conception des choses qui peut être accompagnée d'un appui religieux, tout comme ne pas l'être du tout. Pour d'autres, si la modification de la nature peut servir les intérêts des êtres humains, il ne faut pas s'en priver. Alors et vous, qu'est-ce que vous en pensez? De quel côté est-ce que vous vous rangez? Pour pouvoir en débattre, et si vous avez d'autres arguments, je vous attends dans les commentaires.